Alors... Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont tels sont les principaux faits. Départ du président de la République à destination du Royaume d'Arabie Saoudite. Également dans l'actualité avec cet atelier sur le nouveau cadre du partenariat public-privé organisé par le ministère de l'économie en collaboration avec l'Agence française de coopération. Et nous allons terminer avec cette information hors de nos frontières, ce cyclone de Mangout qui va vers la Chine. C'était les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a quitté ce matin la capitale à destination de Jeddah, où il effectuera une visite de 24 heures à l'invitation du gardien de deux lieux saints de l'islam, Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Au cours de ce déplacement à Jeddah, le président de la République aura des entretiens avec les principaux responsables politiques du royaume frère et ami, dont le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et le prince héritier du trône, son Altesse royale Mohammed Ben Salman. Le chef de l'État est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement. À son départ donc à l'aéroport international de Djibouti, le chef de l'État a salué les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée et le Premier ministre. Peu avant son départ, le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a adressé hier un message de soutien et d'appui aux gardiens de deux lieux saints et rois du Royaume d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, instigateur et hôte de l'accord de confirmation de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Cet accord de paix a été signé hier à Jeddah. Dans son message aux gardiens de deux lieux saints de l'islam, le chef de l'État écrit « Votre initiative visant à faire corroborer l'accord de paix intervenu entre l'Éthiopie et l'Érythrée par une assise solennelle à laquelle ont pris part le secrétaire général des Nations Unies et le président de la Commission de l'Union africaine est une décision judicieuse. Elle est la marque de l'engagement du royaume frère et ami d'Arabie Saoudite en faveur de la paix et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique et aura un écho à l'échelle internationale, a ajouté en substance le chef de l'État djiboutien. La République de Djibouti continuera d'agir en partenaire efficient du Royaume d'Arabie Saoudite pour asseoir une réelle stabilité dans cette partie du monde, a précisé le président Guelleh. Il a enfin formulé l'espoir que la concorde touche l'ensemble de la sous-région. Fin de citation. Je vous le disais en titre, pour un partenariat public-privé avec cet atelier de 2 jours portant sur la vulgarisation du nouveau cadre légal fixant les règles d'un partenariat entre les deux secteurs, à savoir le public et les privés, qui s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple. Ce partenariat est plus connu sous l'acronyme PPP, pour partenariat public-privé. L'atelier a été ouvert par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé. Il a pour principal objectif d'exposer les connaissances de base, de renforcer les compétences des partenaires en matière d'identification des projets pour leur mise en œuvre et leur suivi. Les participants ont débattu des questions techniques relatives à l'étude de faisabilité des projets avant l'estimation de leurs coûts et de leur financement entre partenaires. Cet atelier s'intègre parfaitement dans la volonté du gouvernement à impulser une nouvelle dynamique offrant au secteur privé l'opportunité de s'impliquer largement dans les grands projets de développement dans tous les secteurs afin de booster l'économie nationale. Et qu'il l'articule intelligemment avec les différents organes impliqués dans le processus de réalisation des PPP. Ce cadre devrait apporter une sécurité pour les investisseurs et devrait encourager les multinationales et les grands groupes internationaux à investir dans le pays. Il est en effet généralement admis que la qualité d'un environnement réglementaire et juridique d'un pays influence positivement et significativement les décisions d'investissement des entreprises étrangères.
Le secrétaire général en charge des investissements à la présidence, M. Abdelmi Ashkir, a souligné lors de son intervention que le partenariat public-privé n'est pas une idée nouvelle, mais qu'elle bénéficie désormais d'une intention toute particulière vu les enjeux de la globalisation et de la mobilité du capital et des fonds financiers. Selon lui, le gouvernement s'est attaché à améliorer le climat des affaires pour concrétiser la vision Djibouti 2035. Pour plus de précisions, écoutons-le. Comme vous le savez, le partenariat public-privé n'est pas vraiment une nouveauté en République de Djibouti. Des projets ayant les caractéristiques d'un PPP ont vu le jour dès les années 2000, principalement dans le secteur portuaire. C'est également une pratique relativement ancienne en Afrique. Pour le gouvernement djiboutien, l'adoption d'une politique et d'un cadre juridique complet en matière de PPP a toujours été un objectif prioritaire. C'est pourquoi le ministère, auprès de la présidence chargée des investissements, poursuivra son engagement total pour que le partenariat public-privé joue son rôle et participe avec efficacité avec une véritable émergence de notre pays. Car l'adoption d'un cadre juridique et institutionnel permet de créer un environnement sain, prévisible et serein. L'ensemble de ces dispositifs est de nature à rendre notre pays plus attractif pour les investisseurs qui s'intéressent à notre pays. Il contribuera efficacement à la mise en œuvre de la vision 2035 initiée par le président de la République et son corollaire, la SCAP, la stratégie de croissance accélérée pour l'emploi. De son côté, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, a souligné que la mise en place d'un cadre légal fixant les règles d'un partenariat efficient entre secteur public et secteur privé est un atout et un instrument nécessaire pour améliorer les rapports et les engagements. Selon lui, l'État ne peut être le seul promoteur des grands projets de développement qui nécessitent d'importants fonds financiers. C'est pourquoi le secteur privé est appelé à jouer un rôle majeur. Pour plus de précisions, écoutons le ministre. Le cadre qui va vous être présenté aujourd'hui et qui a été adopté par le gouvernement est le résultat d'un certain nombre de choix stratégiques opérés avec pour objectif la durabilité, la responsabilité des acteurs, la transparence et la bonne gouvernance. Le contrat des PPP engage l'État pour de longues périodes. Il est nécessaire pour qu'il soit profitable pour la population et que ces contrats soient bien évalués, équilibrés et bien négociés. Ma conviction est que le cadre juridique adopté qui va vous être présenté aujourd'hui va nous permettre d'atteindre ces résultats. Il m'est revenu d'ailleurs qu'il s'est dit dans les ateliers de discussion spécialisés à l'étranger que notre cadre est un des mieux réalisés sur le continent. Seule la mise en application rigoureuse de notre cadre juridique lui permettra d'être à la hauteur de ces enjeux. C'est justement l'objectif de ces 2 journées d'atelier que nous avons organisées. Aujourd'hui, je suis heureux de voir un des projets prioritaires du gouvernement se concrétiser et je vous invite, vous tous qui êtes présents, à vous approprier ces cadres juridiques pour qu'ils puissent profiter au plus grand nombre. Je suis impatient de voir ces cadres juridiques être opérationnalisés et que soient mises sur la table du gouvernement les premières demandes de développement de projets sous la forme de PPP. Mais avant de finir, je souhaitais également présenter tous nos remerciements et notre reconnaissance à tous les partenaires et en particulier de l'AFD, du Trésor de France, mais également de la Banque mondiale qui ont bien voulu nous accompagner dans ce projet. L'actualité de ce 15h, c'est aussi cette journée internationale de l'alphabétisation qui a été célébrée aujourd'hui par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'UNFD.
Cette journée dédiée donc qui avait pour thème l'alphabétisation et le développement des compétences. Le département de la femme et de la famille a organisé cette manifestation en collaboration avec l'UNFD et le bureau de l'UNESCO. Un grand rassemblement pour fêter l'événement a ainsi eu lieu au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD. Cette journée a permis d'encourager les femmes qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école de profiter au maximum des programmes d'alphabétisation. En 2017, on dénombre 3485 femmes qui se sont inscrites dans les programmes d'apprentissage. On prépare à cette cérémonie le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la ministre de la Femme et de la Famille, la secrétaire générale des Affaires sociales, la secrétaire générale de l'UNFD et la représentante du PNUD et de nombreuses autres personnalités et des députés. Écoutons à présent la représentante du PNUD. La mortalité infantile ou encore le nombre de mariages précoces. En effet, l'alphabétisation s'inscrit en bonne place dans l'agenda 2030, quelque chose que Djibouti a signé à travers son Excellence le Président de la République, et plus précisément dans l'objectif 4, à savoir assurer l'accès de tous et toutes à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. La lutte contre l'analphabétisme menée par notre organisation ne date pas d'hier. Comme vous l'avez bien vu dans le reportage, depuis sa création, le 30 avril 1977, l'Union nationale des femmes djiboutiennes avait inscrit parmi ses priorités les plus urgentes ce combat face à ce qu'on pouvait qualifier d'handicap majeur à l'intégration des femmes au développement socio-économique et politique du pays. C'est dans ce sens que, malgré un contexte difficile et des ressources limitées, que l'UNFD mena au fil des années des campagnes d'alphabétisation classiques ou traditionnelles de masse sur l'étendue du territoire national. À partir de 1999, et avec l'arrivée de la première dame, son Excellence Mme Khadra Mohamed Haït, à la tête de l'UNFD, que la lutte contre l'analphabétisme a pris un tournant décisif. Grâce à sa vision clairvoyante, en totale adéquation avec les défis et les opportunités du monde moderne, l'UNFD a pu adapter un nouveau concept dans la manière d'alphabétiser. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a indiqué que cette cérémonie vise à souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyennes, des collectivités et des associations. Il a également salué les efforts colossaux consentis par l'UNFD et ses partenaires. Cette année, sous le thème de l'alphabétisation et développement des compétences, l'objectif de cette journée est de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyennes et des citoyens, des collectivités et des associations. Cette journée représente également pour nos gouvernants un moment de conscientisation et de sensibilisation des populations concernées sur, bien sûr, la nécessité et l'intérêt de l'alphabétisation. À Djibouti, et comme partout dans le monde, des problèmes d'alphabétisation persistent malgré les progrès réalisés et les exigences en termes des compétences requises pour le travail. Double obligation pour nous d'apporter les connaissances et les compétences nécessaires et élémentaires à l'emploi, aux carrières et aux moyens d'existence même, car de nos jours, il est difficile même de vivre pleinement au quotidien pour les personnes illettrées. Les programmes nationaux actuels de l'alphabétisation, qui visent essentiellement les femmes, résultent du projet de société soumis au peuple par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, lors de la campagne électorale de la présidentielle, et fait partie intégrante des 5 piliers de la vision Djibouti 2035, visant bien sûr à contribuer au développement économique de notre pays. Permettez-moi, mesdames et messieurs,
à l'occasion donc de cette journée internationale dédiée à l'alphabétisation, de saluer ici les efforts colossaux et inlassables consentis par l'Union nationale des femmes de Djibouti, pionnière dans le domaine pour l'alphabétisation des femmes et des filles et des jeunes filles depuis de longues années, et surtout rendre hommage à sa présidente, la première dame de Djibouti, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Donc de rendre hommage à la présidente, la première dame de Djibouti, Madame Khadra Mahmoud Haïd, en qui je salue une femme, une intellectuelle, une femme engagée de première heure. Et en dernier, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, a indiqué quant à elle que l'objectif principal de cette initiative est de promouvoir et de préserver les langues locales et ainsi contribuer à l'autonomisation économique de la femme. L'alphabétisation est un droit. Elle est le fondement de l'apprentissage tout au long de la vie. Elle permet d'accéder aux connaissances et d'acquérir une autonomie à tout individu. L'alphabétisation contribue à éliminer la pauvreté, à infléchir la croissance démographique et à assurer le développement durable. L'alphabétisation est synonyme de développement des ressources humaines. Quand une personne est instruite, c'est la pauvreté qui est vaincue. Lire et écrire, c'est chaque jour s'accomplir. Saluons le travail des enseignants qui s'investissent pleinement à transmettre l'envie d'apprendre et à favoriser des connaissances. Honorables invités, chères sœurs, depuis notre indépendance, notre pays, et tout particulièrement nos deux présidents de la République, ont inscrit le programme d'alphabétisation des citoyens comme une priorité dans l'agenda politique du gouvernement. En 2016, les directives du chef de l'État et d'alphabétiser 36 000 femmes à l'horizon d'ici 2020, puis de baisser considérablement, voire éradiquer l'analphabétisme sur notre territoire d'ici 2025. L'objectif principal de cette initiative est de promouvoir et préserver tout d'abord les langues locales. Ensuite, bien sûr, est de contribuer à l'autonomisation économique des femmes. L'UNFD, avec l'appui du ministère de la Femme, ainsi que le ministère et l'étroite collaboration du ministère de l'Éducation nationale et le secrétariat d'État aux affaires sociales, s'engagent à participer activement au programme d'alphabétisation pour réduire et atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État. Et nous terminons l'actualité nationale avec cet avis de recherche. Le vendredi 14 août 2018, une femme âgée de 60 ans, dénommée Khadija Warsama, a quitté son domicile situé au quartier PK12. Depuis, elle ne s'est plus manifestée. L'état de santé de Mme Khadija Warsama nécessite des soins médicaux urgents. Si vous avez donc vu Khadija Warsama, ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez donc prendre contact en appelant sur le numéro de ses proches, en l'occurrence le 77 69 49 88 ou 77 75 74 46. Je reprends le 77 69 49 88 ou le 77 75 74 46. Avant donc de passer à l'actualité internationale, c'est l'heure de la prière à l'Asr. Je vous retrouve dans quelques secondes. Et nous passons à présent aux nouvelles à travers le monde. Nous commençons avec la RDC où Jean-Pierre Bamba va entendre sa peine à la Cour pénale internationale pour subordination des témoins. Ford Hussein nous a rejoint sur ce plateau pour nous en donner de plus amples explications. Et oui, donc le chef de guerre, comme vous le dites, condamné en appel par la CPI pour subordination de témoins, va connaître aujourd'hui, donc lundi, sa peine infligée par la Cour pénale internationale pour une condamnation de subordination de témoins. Il avait été acquitté à la surprise générale en appel en juin devant la CPI de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais ses ennuis judiciaires continuent d'entraver ses
projets politiques en liberté provisoire après avoir passé plus d'une décennie au centre de détention de la CPI à La Haye. L'ancien vice-président congolais traîne avec lui une condamnation connexe qui lui a valu d'être définitivement exclu par la Cour constitutionnelle de la présidentielle du 23 décembre en RDC. Coupable d'avoir corrompu Ali, 14 témoins présentés de fausses preuves et sollicité la déclaration de faux témoignages. Et nous enchaînons avec ce typhon, le Mont Goutte, qui continue sa route en Chine après avoir donc dévasté la Philippine. Et oui, Ali, donc après avoir frappé samedi le nord des Philippines, tuant une soixantaine de personnes, le super typhon Mont Goutte a atteint la Chine hier dimanche. Il se dirige vers l'est et l'ouest, provoquant l'évacuation de milliers d'habitants. Les précipitations apportées par ce roi des tempêtes, qui affaibli en tempête tropicale, devraient atteindre 100 à 160 mm, indique l'administration météorologique chinoise. La mort de 4 personnes a déjà été signalée par les médias chinois dans la province de Canton. Plus de 2,45 millions d'habitants ont été déplacés, ont rapporté des médias d'État. À Taïwan, une femme a même été emportée par la mer. Autre tempête, cette fois aux USA, Fardous, Florence s'éloigne. Les inondations restent donc présents aux Carolines du Nord. Et oui, donc il y aurait encore plusieurs jours d'inondations en Caroline du Nord, de l'aveu même des autorités. Les pompiers et les sapeurs ont encore beaucoup de travail pour que les effets de l'ouragan Florence, rétrogradé en dépression tropicale, soient moins durs pour la population. Des milliers d'habitations ont été endommagées, 700 000 sont toujours sans électricité et un millier de personnes ont dû être secourues. Florence a causé même la mort de 17 personnes et battu un record de précipitation allant à 84 cm de tombée d'eau en ce week-end. Merci Fardous Hussein pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes. On se retrouve ce soir à 22 h.